Avant de commencer cette interview avec le légendaire comte de Saint-Germain, il est important de souligner que beaucoup de ce que nous allons discuter repose sur des récits, des légendes et des interprétations. Très peu de preuves concrètes subsistent aujourd'hui concernant les événements de sa vie, ses écrits ou ses pratiques. L'homme que vous allez découvrir à travers cette interview est un personnage qui a au fil des siècles été modelé par des récits mystiques, des témoignages fragmentaires et des spéculations. De ce fait, plusieurs des éléments abordés ici relèveront de l'interprétation historique et culturelle. Le mystère qui entoure Saint-Germain ne pourra jamais être entièrement levé. Et c'est justement ce qui fait de lui une figure aussi fascinante. Ce que vous entendrez aujourd'hui est autant une exploration des faits que des mythes. En gardant cela à l'esprit, laissez-vous porter par cette rencontre unique, où la légende et la réalité se mêlent pour dessiner le portrait d'un homme qui continue d'inspirer mystère et fascination. Comte de Saint-Germain, vous êtes un personnage légendaire. Certains disent que vous avez traversé plusieurs siècles sans vieillir, toujours avec la même apparence, en bonne santé et plein d'énergie. On raconte aussi que vous avez acquis des savoirs secrets lors de vos voyages en Orient. Mais comment expliquez-vous ces récits incroyables? Avez-vous vraiment découvert un secret d'immortalité ou appris des pratiques secrètes en Orient? Mademoiselle, l'immortalité est un concept fascinant pour les hommes car elle semble échapper aux lois naturelles. Mais je ne suis pas un être immortel ni détenteur d'un secret surnaturel. Ce qui a alimenté ces récits, c'est sans doute mon hygiène de vie stricte et disciplinée, peu courante à mon époque. Les récits sur mes voyages en Orient, eux, relèvent de la légende. Il est vrai que je me suis toujours intéressé aux philosophies orientales, mais mes connaissances venaient principalement de mes lectures et de mes discussions avec des érudits européens. Je n'ai jamais étudié sous la tutelle de sages orientaux, ni voyagé en Inde ou en Perse, comme certains le prétendent. Donc, votre longévité apparente et votre énergie étaient dues à votre mode de vie. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos pratiques quotidiennes? Mon secret n'est pas si mystérieux, mademoiselle. Je vivais selon des principes simples, mais rigoureux. Mon alimentation, par exemple, était très stricte. Je ne consommais ni viande ni vin, alors que cela était très courant à la cour de Louis XV. Mon régime se composait principalement de légumes, de fruits, de grains et d'eau pure. Je voyais la nourriture non pas comme un plaisir, mais comme un moyen de maintenir mon corps dans un état optimal. Ce régime permettait à mon esprit de rester clair et à mon corps de ne pas s'alourdir. Et en dehors de l'alimentation, qu'en est-il de vos autres pratiques pour entretenir cette apparente jeunesse? Outre l'alimentation, je pratiquais des exercices physiques réguliers, mais il ne s'agissait pas de sport au sens où vous l'entendez aujourd'hui. Ces exercices étaient destinés à maintenir la souplesse et la vitalité du corps, en particulier à travers des techniques de respiration et de méditation. J'avais appris à réguler mon énergie interne, ce que l'on pourrait aujourd'hui comparer à des techniques venues d'Orient. Je méditais également chaque jour pour apaiser mon esprit, renforcer ma concentration et renouveler mes forces. Cela permettait de rester en pleine possession de mes capacités, à la fois physiques et mentales. Vous avez donc adopté une approche holistique de la santé, en combinant alimentation, exercice et méditation. C'était certainement en avance sur votre temps. En effet, cela détonnait à une époque marquée par les excès à la cour. Mais je savais, d'après mes études et mes observations, que le corps et l'esprit sont intimement liés. L'homme ne peut s'élever intellectuellement ou spirituellement s'il ne prend pas soin de son corps. C'est pourquoi je cherchais à maintenir cette harmonie. Mon apparente jeunesse n'était rien d'autre que le reflet de cet équilibre, pas une forme d'immortalité. Vous êtes également étroitement lié à l'Ordre des Rose-Croix, un groupe mystérieux qui fascine encore aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer qui sont vraiment les Rose-Croix et comment ils fonctionnaient à votre époque? Les Rose-Croix sont souvent mal compris. Ce n'est pas une simple société secrète, mais une fraternité philosophique et spirituelle qui a émergé au début du XVIIe siècle. Leur objectif principal était de concilier la science, la spiritualité et la quête de la sagesse. Ils croyaient que pour comprendre les mystères de l'univers, il fallait étudier la nature tout en s'élevant spirituellement. Les Rose-Croix cherchaient à découvrir des vérités profondes sur l'homme, la création et le divin,
en utilisant des approches à la fois scientifiques, alchimiques et spirituelles. Et cette discrétion qui entoure l'ordre était-elle vraiment nécessaire? Oui, absolument. À l'époque, les idées que les Rose-Croix développaient pouvaient être perçues comme subversives, voire hérétiques, par l'Église et les autorités politiques. Les sciences comme l'alchimie, l'astrologie et la médecine non conventionnelle étaient suspectes, et l'Église n'aimait pas qu'on cherche à comprendre la nature par d'autres moyens que les Écritures. Pour éviter la persécution, les Rose-Croix devaient garder leurs travaux et leurs réunions secrètes. Comment fonctionnait cette fraternité? Y avait-il des initiations ou des rites spécifiques? Oui, l'initiation était une partie essentielle du fonctionnement des Rose-Croix. Les membres passaient par plusieurs étapes d'apprentissage, à la fois intellectuelles et spirituelles. Ils étudiaient la science, la philosophie, la nature, mais ils pratiquaient aussi des rituels symboliques qui les aidaient à purifier leur esprit et leur corps. Ces rituels n'avaient rien de magique en soi, mais ils visaient à élever l'initié à un niveau de conscience supérieur. C'était une véritable école de pensée et de vie, où chaque membre devait se transformer intérieurement pour accéder à des vérités plus profondes. Votre lien avec les Rose-Croix semble fort. Partagiez-vous avec eux ces principes de transformation personnelle et d'harmonie entre le corps et l'esprit? Tout à fait. Mes pratiques personnelles, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la méditation ou de la discipline corporelle, étaient en totale harmonie avec les enseignements des Rose-Croix. Nous cherchions tous à nous purifier pour mieux comprendre les mystères de la vie. Cependant, je n'ai jamais été un maître au sein des Rose-Croix, comme certains le prétendent. J'ai simplement partagé avec eux une quête commune de transformation intérieure et de sagesse. Vous êtes également connu pour vos talents d'alchimiste. On raconte que vous auriez découvert l'élixir de vie et que vous pouviez transformer le plomb en or. Est-ce une réalité ou une simple légende? L'alchimie, mademoiselle, est une discipline complexe qui va bien au-delà des légendes de transmutation des métaux. La véritable alchimie ne consiste pas à transformer physiquement le plomb en or, mais à transformer l'homme dans sa quête d'élévation spirituelle. Le plomb représente l'homme dans son état brut, et l'or symbolise l'atteinte de la perfection. Quant à l'élixir de vie, ce n'est pas une potion magique qui prolonge la vie physique, mais un symbole de la transformation intérieure qui permet d'atteindre une forme d'immortalité spirituelle. Donc vous n'avez jamais réellement découvert d'élixir ou fabriqué de l'or? J'ai démontré certains procédés chimiques qui ont pu sembler magiques à l'époque, mais mon but n'a jamais été de créer des richesses matérielles. L'alchimie, pour moi, était avant tout une science de l'esprit. Ceux qui cherchaient à produire de l'or ne comprenaient pas l'essence véritable de cette quête. Mon travail consistait à montrer que la transformation la plus importante était celle de l'homme lui-même. Vous avez voyagé à travers l'Europe, fréquentant les cours royales de France, d'Autriche et de Russie. Certains vous ont même accusé d'être un espion. Avez-vous eu des problèmes à cause de ces soupçons? Oui, les accusations d'espionnage ont souvent été lancées contre moi, car je naviguais entre différentes cours royales sans occuper de poste officiel. Je conseillais Louis XV, puis je partais pour Vienne ou Londres, et cela éveillait naturellement la suspicion. Certains se demandaient pour qui je travaillais réellement, surtout lorsque je conseillais des cours rivales, mais je n'étais fidèle qu'à une seule cause, la paix. J'ai toujours cherché à apaiser les tensions entre les nations, pas à manipuler les puissants. Avez-vous été contraint de quitter certaines cours ou de fuir à cause de ces accusations? Oui, à plusieurs reprises. À Londres, on m'a accusé de travailler pour la France, ce qui était totalement faux. Mais cela a suffi pour que je sois forcé de quitter précipitamment la ville. À Vienne, les soupçons étaient également présents, car je conseillais plusieurs puissances européennes. Les ministres ne comprenaient pas comment un homme sans titre officiel pouvait avoir autant d'influence et de connaissances. Cette ambiguïté a souvent joué contre moi, mais je n'ai jamais cherché à manipuler qui que ce soit. Mon seul objectif était de promouvoir la paix et la stabilité en Europe, même si cela signifiait naviguer entre des intérêts divergents. Donc, vous avez dû faire face à des difficultés, mais votre objectif est resté le même, la paix. Exactement. La paix était ma seule loyauté. Malheureusement, à une époque marquée par la méfiance et les intrigues politiques,
Il était difficile de convaincre les gens de mes véritables intentions. Les accusations d'espionnage m'ont certes compliqué la vie, mais elles n'ont jamais terni ma détermination. Ceux qui me connaissaient vraiment savaient que je ne servais aucun intérêt politique particulier, seulement celui d'un équilibre entre les nations. Aujourd'hui, vous êtes davantage perçu comme une figure mystique qu'un diplomate. Votre nom est évoqué dans les cercles ésotériques, et vous êtes même considéré par certains comme un maître ascensionné dans des traditions comme la théosophie. Comment voyez-vous cet héritage? Il est vrai que ma vie a pris une dimension légendaire après ma disparition. Cela ne m'étonne pas, car l'histoire a souvent besoin de figures sur lesquelles projeter des espoirs, des mystères et des idéaux. Si mon nom inspire des personnes à poursuivre une quête de connaissance et de transformation intérieure, alors je m'en réjouis. Cependant, je me méfie de toute forme de dévotion aveugle. Je n'ai jamais prétendu être un maître spirituel à vénérer. Mon seul but a toujours été d'encourager chacun à suivre sa propre quête de vérité. Vous êtes cité aussi dans des œuvres littéraires et culturelles. Cela vous surprend-il de voir que votre influence s'étend au-delà du monde mystique, jusqu'aux films et jeux vidéo? Il est fascinant de voir comment l'histoire transforme une vie en mythe et comment ce mythe continue d'évoluer. Je ne m'attendais pas à ce que mon nom soit encore évoqué des siècles après, mais cela montre bien que certaines idées dépassent l'individu. Je n'ai pas cherché à devenir une icône culturelle, mais si ma quête de sagesse et de transformation a inspiré des artistes, des écrivains ou même des créateurs de jeux, c'est une belle manière de voir mes idées continuer à vivre. Comte de Saint-Germain, votre vie est devenue un véritable symbole. Votre légende s'est inscrite non seulement dans l'histoire, mais également dans la culture populaire. Vous êtes mentionné dans de nombreux ouvrages, comme la très sainte Trinosophie, qui vous est attribuée, bien que l'authenticité de ce texte soit encore discutée. Les Rose-Croix, avec qui vous êtes étroitement liés, continuent d'inspirer des courants mystiques contemporains. Vous êtes aussi devenu une figure clé dans la théosophie, où vous êtes considéré comme un maître ascensionné, un être spirituellement évolué qui guide l'humanité. Cette idée a été popularisée par des auteurs comme Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Au-delà des cercles spirituels, votre personnage a trouvé sa place dans la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo. Vous apparaissez dans des romans comme La Comtesse de Cagliostro de Maurice Leblanc, ainsi que dans des séries télévisées, où votre personnage continue de fasciner par son énigme. Des jeux vidéo comme Fate, Grand Order vous représentent comme une figure mystique et puissante. Vous êtes un personnage intemporel, un véritable pont entre l'histoire, le mystère et la fiction. Votre influence culturelle ne cesse de croître, et il est clair que votre quête de sagesse et de transformation inspire encore des générations. Mademoiselle, je suis honoré que mes idées et mon parcours continuent de résonner à travers le temps. Mais souvenez-vous toujours, ce qui compte, ce n'est pas la figure que l'on érige en légende, mais le chemin personnel que chacun décide de suivre. La quête de vérité et de sagesse est propre à chacun, et c'est en vous-même que vous trouverez les réponses les plus profondes. Merci, comte de Saint-Germain, pour cet entretien fascinant. Vous avez éclairé de nombreux mystères, tout en montrant que la véritable quête est celle de l'épanouissement personnel. Le plaisir est partagé, mademoiselle. Que chacun, à sa manière, continue sa propre quête.